Marine Le Pen est l'invitée de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Un mini-sommet était consacré à l'immigration hier à Bruxelles. 16 chefs d'État et de gouvernement y participaient. Sans surprise, ce mini-sommet s'est terminé sur un désaccord avant même qu'il ne se produise. Hier après-midi, Emmanuel Macron anticipait cet échec entre les 16. L'Europe a traversé et encore une pression migratoire forte depuis 2015. Et aujourd'hui, nous avons réussi par un travail conjoint à réduire fortement ces flux. Il y a encore beaucoup de mouvements au sein de l'Europe. Et c'est une crise politique que vit principalement aujourd'hui l'Europe et l'Union européenne liée à ce sujet. Une crise politique, dit Emmanuel Macron. Il serait souhaitable que l'Europe, les 28 pays qui se réuniront en fin de semaine à Bruxelles, trouvent un accord sur l'immigration. Mais ils n'en trouveront pas. Ah. Et un certain nombre de pays, comme un certain nombre d'ailleurs de responsables politiques, n'ont aucune confiance dans l'Union européenne pour régler le problème migratoire. Pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que l'Union européenne en réalité souhaite qu'il y ait une immigration forte à destination des pays de l'Union européenne. Donc ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Ils ne se mettront pas d'accord, nous sommes confrontés à la déliquescence totale de l'Union européenne. C'est pas une immigration souhaitée, il y a pas tous les flux migratoires qui viennent d'Afrique, personne ne les souhaite. Ben si, l'Union européenne souhaite de l'immigration. Elle l'a dit à plusieurs reprises par l'intermédiaire et par la bouche d'ailleurs de beaucoup de ses commissaires européens. Ils souhaitent de l'immigration de manière importante dans l'Union européenne. Alors on nous explique que c'est pour contrebalancer la baisse de la natalité, que c'est bon pour peser à la baisse en réalité sur les salaires et donc créer de la compétitivité. Il y a toute une série de raisons. Tous ces gens qui sont enfermés en Libye pendant des mois avant de partir sur des radeaux de fortune, personne ne souhaite ça. Ben, écoutez, l'Union européenne souhaite de l'immigration. Vous le savez très bien, et vous retrouverez avec beaucoup de facilité les déclarations des différents commissaires qui, encore une fois, fixent comme objectif à l'Union européenne l'accueil. Ils sont même allés jusqu'à dire 50 millions d'immigrés d'ici 2050. Donc, fondamentalement, l'Union européenne est immigrationniste. Alors, lui confier le soin de lutter contre l'immigration ne m'apparaît pas objectivement raisonnable. On parle de l'immigration clandestine sauvage qui se déroule là, ces gens qui partent d'Afrique, je le disais, qui transitent par le Libye où les conditions d'accueil sont épouvantables. Les histoires qui sont racontées sont des histoires de souffrance incroyables. On parle de cette immigration-là, Marine Le Pen. Évidemment, c'est pas Monsieur Apathy, mais d'ailleurs depuis des années, nous disons qu'en réalité la manière dont nous agissons incite à cette immigration clandestine et la meilleure aide que les passeurs puissent espérer, les passeurs qui font de la traite d'êtres humains, avec, il faut bien le dire, parfois la complicité d'un certain nombre d'ONG qui jouent le rôle d'aller chercher les clandestins au bord des eaux territoriales pour les ramener dans l'Union européenne. Vous pronostiquez que l'Union européenne ne trouvera pas d'accord en fin de semaine. Est-ce que vous souhaitez qu'elle en trouve un ou est-ce que vous souhaitez qu'elle n'en trouve pas d'accord? Non, mais moi je n'ai pas le goût de l'effort inutile. Je pense que l'immigration doit être gérée de manière nationale. Chaque pays doit pouvoir maîtriser ses frontières, déterminer les conditions dans lesquelles ils accueillent ou ils n'accueillent pas d'ailleurs l'immigration. Or, ça n'est pas le cas et objectivement l'idée d'augmenter le nombre d'intervenants de Frontex n'aura évidemment aucune conséquence. Le problème c'est qu'on a supprimé les frontières entre les différents pays de l'Union européenne et donc aujourd'hui quand un pays accueille quelqu'un, eh bien il peut aller s'installer dans n'importe lequel des autres pays et c'est cela qui crée ce point de bascule et ce révélateur au sens chimique du terme de l'impuissance de l'Union européenne. Problème immédiat, un bateau humanitaire allemand actuellement croise en Méditerranée, il s'appelle Lifeline, l'Italie n'en veut pas, Malte n'en veut pas, il y a 239 personnes à bord, des femmes, des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les ramener à leur port de départ. En Libye? Oui, il faut les ramener en Libye, bien sûr. Et d'ailleurs, les autorités libyennes sont très sévères à l'égard des ONG, car les autorités libyennes disent « mais laissez-nous faire notre travail. Nous les mettons en sécurité et nous les ramenons en Libye. » Or, que disent les ONG? C'est très intéressant. En sécurité, c'est très intéressant. Que disent les ONG? Mais toute la Libye, encore une fois, n'est pas en situation de conflit. Il y a des tas d'endroits dans lesquels il y a des campements humanitaires qui peuvent d'ailleurs être sous protection
international et dans lequel des populations peuvent attendre la sécurisation du pays. Mais vous avez lu des témoignages d'immigrants qui racontent leur passage en Libye, qui est quand même très souvent épouvantable. Mais c'est évident, mais les passages dans tous les pays sont épouvantables, puisqu'on les laisse entre les mains des passeurs, on les laisse entre les mains, encore une fois, de ceux qui font de la traite, et même on incite ces passeurs et ceux qui font la traite d'êtres humains à continuer leur activité. Qu'est-ce que vous reprochez aux ONG? Parce qu'on n'a pas bien compris ce que vous vouliez dire. Mais écoutez, je vais vous lire juste une déclaration, c'est très intéressant, d'une responsable d'une ONG qui dit quoi? Qui dit on ne peut pas laisser le soin aux responsables. Elle dit si la coordination des secours revient aux gardes-côtes libyens, toutes ces personnes seront renvoyées immédiatement en Libye. Donc on voit bien que l'objectif des ONG n'est pas de mettre en sécurité les clandestins, mais en réalité de les amener sur les rives de l'Union européenne. Car elles sont bien souvent portées par une idéologie qui est une idéologie qui consiste à imposer à l'Europe l'obligation d'accueillir tous ces mouvements migratoires. Je tiens quand même à vous dire que gouverner, c'est prévoir. Et que nous sommes au début de cette crise migratoire. Nous ne sommes pas à la fin de la crise migratoire. Sachez qu'en Afrique, en 1980, il y avait 480 millions d'habitants. Il y en a 1,2 milliard aujourd'hui et il y en aura 2,5 milliards en 2050. Par conséquent, la pauvreté, les conflits et éventuellement les déstabilisations qui sont actuellement en cours et qui existeront demain vont être un puissant moteur de migration massive vers l'Europe. Si nous n'agissons pas comme nous devons le faire aujourd'hui, alors, encore une fois, nous organisons l'immigration de demain. Et en même temps, chiffre pour chiffre, on constate que le pic de cette immigration massive a été atteint en 2015 avec 856 000 arrivées par la mer en Europe du Sud. Un graphique apparaît sur l'écran pour ceux qui nous suivent sur le canal 27 de France Info. Et pour les auditeurs, je précise, donc 856 000 arrivants en 2015, 37 000 lors des 6 premiers mois de 2018, le flot a été considérablement réduit par des politiques qu'a notamment mené l'Union européenne auprès de certains pays africains. Vous laissez penser qu'il y aurait que 37 000 migrants qui seraient arrivés en Europe cette année? Non, je ne veux pas dire ça. Je veux dire que si on compare ce qui est comparable, parce que quand même, les chiffres ont considérablement été réduits. Ah bon, bah écoutez, on n'a vraiment pas de chance alors, parce qu'en France, on a atteint le sommet en nombre de demandeurs d'asile en 2017, 100 000. Je ne vous parle pas du nombre en Allemagne. Donc non, ça n'est pas vrai. Il y a énormément de pression et encore une fois, cette pression va aller en s'accélérant. Pourquoi? Parce que à ceux qui fuyaient les zones de conflit, eh bien, se sont ajoutés aujourd'hui de manière massive ceux qui fuient des situations économiques. Marine Le Pen est l'invitée de France Info ce matin. Il est 8h40. Voilà, on évoquait à l'instant avec vous, Marine Le Pen, la situation de ce bateau humanitaire, le Lifeline. Le représentant de l'ONG qui s'occupe de ce bateau et qui est à bord de ce bateau dit nous allons demander à la France de nous accueillir. Oui, je l'avais annoncé. J'avais annoncé que nous allions voir des bateaux arriver en France. Mais pourquoi en Europe? Non, mais c'est une vraie question. Pourquoi en Europe? Pourquoi pas en Tunisie? Pourquoi pas en Algérie? Parce qu'il y a encore une fois une volonté, je crois idéologique, d'imposer à l'Europe la charge d'accueillir demain une partie ingérable, je le pense, de la misère du monde. Celui qui a déclenché cette tempête qui fait basculer l'Europe, c'est Matteo Salvini, qui est le ministre de l'Intérieur italien aujourd'hui. Il présidait la Ligue, un mouvement nationaliste en Italie. C'est votre ami, je crois. Nationaliste, comme ça. Au début, ils étaient plutôt régionalistes. Oui, mais ils sont devenus nationalistes. Non, ils sont pas. Ils sont souverainistes. Oui, voilà, si vous voulez. Ils sont souverainistes. Ils sont pour que... Oui, bien sûr, c'est mon ami, bien entendu. On peut l'écouter, il a un langage un peu rude parfois. Oui, on peut l'écouter. Oui, vous le trouvez peut-être un peu rude. Moi, je pense qu'il dit les choses sans phare. Et que c'est ce qu'attendent les Italiens, qui sont d'ailleurs 80% à être d'accord avec lui sur les décisions prises en matière d'immigration. Un sondage vient de paraître en disant que 80% des Italiens étaient d'accord avec lui. Il n'a pas eu 80% En réalité, il est le premier à dire non.
Et donc, évidemment, ça choque les bonnes âmes qui ne supportent pas que l'on puisse changer une politique dont on a vu pourtant les méfaits depuis 30 ans. Et je suis d'accord avec lui, il faut dire non. C'est le bon moment pour dire non. Et d'ailleurs, toute une série de pays disent non. Je crois que l'Union européenne est en pleine implosion, précisément sur ce sujet de l'immigration, mais pas seulement en réalité, car les divergences sont lourdes et profondes entre les pays de l'Union européenne. C'est le moment peut-être de faire le bilan de cette Union européenne et d'envisager la possibilité d'une autre Europe. Une Europe des nations, une Europe où les pays auraient le droit précisément de dire non. On écoute Matteo Salvini. On a besoin d'un nettoyage de masse en Italie, rue par rue, quartier par quartier. J'ai demandé à ce que l'on prépare un rapport sur la situation des Roms pour savoir qui, comment et combien ils sont. Malheureusement, nous allons devoir garder les Roms italiens parce que nous ne pouvons pas les expulser. Nettoyage de masse, malheureusement, on va garder les Roms italiens. Il est un peu raciste, vous croyez, Matteo Salvini? Non, pas du tout. Il est absolument pas raciste, Matteo Salvini. Il parlait du nettoyage de masse. D'ailleurs, il parlait en réalité de l'imprégnation de la mafia dans un certain nombre de quartiers. Mafia qui se servent bien souvent des Roms clandestins. C'est cela dont il parlait. Et donc, on ne peut évidemment que soutenir sa volonté de nettoyer les quartiers de ces mafias. Il prospère sur la peur de l'étranger, quand même. C'est son fonds de commerce, un peu, non? Mais il ne prospère pas sur la peur de l'étranger. Les gens n'ont pas peur de l'étranger. Ça, c'est ce qu'on croit sur les plateaux de télévision et de radio en se donnant bonne conscience. Il indique aux Italiens ce que les Italiens souhaitent, c'est la raison pour laquelle les Italiens ont voté pour lui d'ailleurs, à savoir qu'on ne peut plus accepter une immigration massive de la sorte. On ne peut plus accepter que les lois des pays ne soient pas respectées. Je vous rappelle qu'un clandestin, c'est quelqu'un qui viole la loi. Il viole d'ailleurs deux lois. Il viole la loi sur l'immigration. Il viole aussi la loi sur l'hospitalité. Et donc, il n'y a aucune raison valable de ne pas faire respecter la loi. C'est pour ça qu'il y a effectivement des reconductions à la frontière. Ne sont pas toujours faciles à opérer. 14 000 17 000 en France. 17 000 à Dionysos l'intérieur. Oui, enfin, on va vérifier. 14 500, c'est le nombre de reconduites qui est prévu en 2018. C'est donc évidemment tout à fait dérisoire par rapport au nombre d'immigrés qui entrent dans notre pays et de clandestins qui s'y maintiennent. Et en pensant à Matteo Salvini, Emmanuel Macron, c'était jeudi dernier, a utilisé un terme qui a marqué les esprits. On écoute le président de la République. Beaucoup la détestent. Mais ils la détestent depuis longtemps. Mais vous les voyez monter, comme une lèpre, un peu partout en Europe. Ils disent le pire. Et nous nous y habituons. Ils font les pires provocations. Et personne ne se scandalise de cela. Voilà, une lèpre, c'était le qualificatif d'Emmanuel Macron pour évoquer plusieurs des dirigeants européens, notamment Matteo Salvini. Ce propos est indigne. Ce propos est éminemment critiquable. Prononcé par d'autres, il aurait justifié une levée de boucliers et un rappel très certainement des heures les plus sombres de notre histoire. Il insulte ainsi non seulement des dizaines de millions d'Européens, mais des gouvernants de pays de l'Union européenne. S'il pensait pouvoir porter l'idée d'une Europe nouvelle, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il apporte la guerre, car ce sont des propos de guerre contre des pays de l'Union européenne. Je pense qu'il est fébrile, Emmanuel Macron. En tout cas, vous vous êtes senti visé. Excusez-moi, mais enfin, à partir du moment où il vise directement des pays qui s'opposent à l'immigration, oui, je m'oppose à l'immigration. Enfin, je veux dire, nous sommes nombreux à ce titre à être des lépreux, voyez-vous. Bon, oui, des peuples de plus en plus nombreux s'opposent à l'immigration. L'Italie, la Hongrie, dernièrement la Slovénie, la République tchèque, le Danemark ou même la gauche danoise s'oppose aujourd'hui à l'immigration. La Suède, où les démocrates suédois sont donnés en tête des sondages. Donc il est isolé, il est seul, il ne supporte pas cette idée-là. Ils ont fait effectivement un couple avec Madame Merkel, mais un couple qui est tout seul sur cette défense inouïe de l'immigration clandestine. Si l'Europe devient un thème central de débat, si l'Europe menace de se défaire, les élections qui auront lieu pour désigner les parlementaires
parlementaires européens au mois de mai prochain seront importantes, stratégiques. Elles sont essentielles. Vous prendrez la tête de ce combat? Parce que si elles sont essentielles, je serai à la tête de vous êtes présidente du Rassemblement national. Vous prendrez la tête de ce combat? Je serai de fait à la tête de ce combat. Soit vous êtes tête de liste, soit vous l'êtes pas. Mais bien sûr que non, monsieur Apathy. Je suis chef de mouvement et par conséquent, je serai à la pointe du combat des européennes. Et d'autant plus que je crois que nous sommes à un moment de bascule. C'est enthousiasmant pour nous, puisque nous pouvons changer, encore une fois, profondément la nature de l'Union européenne. C'est-à-dire laisser de côté une Union européenne qui est devenue, je l'ai dit, une Union européenne carcérale, qui fonctionne par le chantage, la menace. Monsieur Macron, d'ailleurs, vient à nouveau de réclamer la condamnation des pays qui refuseraient de prendre la part que l'Union européenne a décidé de leur imposer en termes de clandestins. 200 000 € de sanctions par clandestin. Vous imaginez ce que ça peut représenter? Son argumentaire, c'est de dire que certains pays comme la Pologne sont contents de ramasser 7 milliards d'euros de l'Europe, mais qui font aucun effort de solidarité quand on leur en demande. Je crois que c'est ça l'argumentaire complet. Mais pourquoi, encore une fois, au nom de quoi l'Union européenne imposerait aux pays en Europe de recevoir des clandestins? Au nom de quoi? Donc, par conséquent, oui, je pense que l'Europe des nations, l'Union des nations européennes que nous appelons de nos vœux, peut émerger au bénéfice de cette élection européenne et qu'une majorité de ceux qui refusent les diktats de l'Union européenne peuvent arriver au sein du Parlement européen. C'est un bouleversement historique, mais c'est un bouleversement qui suscite chez nous de l'enthousiasme. Et ce ne serait pas logique que vous soyez en première ligne pour mener ce combat lors des élections où il s'agira de l'avenir de l'Europe? Mais je serai en première ligne, monsieur Apathy. Peut-être pas. Vous inquiétez pas. Peut-être pas. Sur la ligne, mais pas en pole position. C'est ce qu'on comprend. Je serai en première ligne, mais M. Macron sera en première ligne. Mais M. Macron sera en première ligne. Vous comprenez bien. Et il ne sera pas non plus tête de liste. Et M. Wauquiez, je pense, s'il en a la possibilité, s'il a quelque chose à dire sur l'Europe, parce que pour l'instant ça reste très flou, très probablement participera également à cette campagne. Vous restez avec nous, Marine Le Pen, 8h50. France Info. Marine Le Pen, députée, présidente du Rassemblement national, il faut qu'on s'y fasse. Il faut s'y faire. Et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. 10 membres de ceux que le ministère de l'Intérieur qualifie d'ultra-droite ont été arrêtés samedi, donc en région parisienne, en Charente-Maritime, en Corse. Ils préparaient, ça reste assez vague apparemment, ils avaient des projets d'attentats contre des personnes musulmanes. Ça aurait été en représailles à d'éventuels attentats qui auraient pu se produire sur le territoire. Est-ce que vous redoutez, comment vous analysez cette situation de gens qui pourraient s'en prendre à des musulmans sur le territoire français? Moi, j'ai une aversion absolument totale contre le terrorisme. C'est clair. Hein. D'ailleurs, je suis une des seules responsables politiques françaises à en avoir été victime, puisque je vous rappelle que dans l'immeuble où nous dormions, 20 kilos de dynamite avaient été déposés. Bon, je pense que tout attentat terroriste contre des personnes est évidemment à combattre avec la fermeté la plus totale. Il y a une chose qui est rassurante, c'est que les services de renseignement sont très introduits dans ces milieux extrémistes et par conséquent, on ne peut que se féliciter qu'il ait été mis fin à ce danger, à ce risque. Ultra-droite, c'est un qualificatif que vous comprenez? Je n'avez pas grand-chose à voir avec l'ultra-droite. Je ne sais pas qui ça représente. Par conséquent, dire que déjà je conteste le terme d'extrême droite qui met systématiquement à coller. Mais je vois que s'il y avait, il y a des nouveaux termes, quoi. Il y a des nouveaux termes. Mais quelquefois, on me dit qu'il y a des courants identitaires dont vous pouvez être proche, ou certains des membres travaillent avec vous. Alors, quelquefois, il y a des gens avec qui vous pouvez travailler qui ont eu dans le passé des engagements qui sont peut-être proches de l'ultra-droite, mais dans le passé. Non, mais attention à ces amalgames, monsieur Apathy, parce que là, vous mettez en cause des gens sans avoir le moindre début de commencement de preuve de ce que vous pouvez dire. Vous êtes en train de suggérer qu'il y aurait un lien entre ces gens, dont je ne sais pas qui ils sont, et des gens qui sont des militants identitaires. Les militants identitaires ne font pas partie du Rassemblement national et ils peuvent d'ailleurs le rejoindre. Ça a été le cas par exemple de M. Vardon, mais ils n'ont jamais commis d'acte de violence, ni aucun acte qui de près ou de loin ne puisse être analysé comme ressemblant à ce dont on vient de parler. Donc attention quand même à cela. Une cérémonie particulière aura lieu dimanche au Panthéon. Ce sera l'entrée des cendres de Simone Veil. Dans ce temple républicain, le mérite Simone Veil d'entrer au Panthéon?
Oui, pourquoi pas? C'est une grande femme politique française. Oui, pourquoi pas? Très enthousiaste, pourquoi pas? Oui, non, mais pourquoi pas? Enfin, si vous voulez, je vous dis. Pourquoi pas? C'est pas terrible. Hein. Excusez-moi. Alors, vous mettrez une note peut-être 6 sur 20. Pourquoi pas? C'est pas oui. C'est pourquoi pas? 6 sur 20, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas Simone Veil au Panthéon? Moi, je pense que c'est une femme politique qui a réussi à se faire un nom, qui a eu un rôle important dans la vie politique française. Elle n'a pas eu besoin de la parité, hein, comme quoi, en réalité, elle est peut-être moins utile qu'on ne le pense, cette parité. Et donc, je pense que c'est un choix qui, en tout cas, c'est un choix qui ne me choque pas. Ah, ça aurait pu vous choquer. Ça peut choquer les gens. C'est un choix qui ne me choque pas. C'est un choix qui ne me choque pas. Parce que quand on parle de Simone Veil, en général, on pense plutôt à une vie exemplaire, extraordinaire, unique, étonnante. Non, mais très certainement, ça choque des gens. Spectaculaire. Non, mais par exemple, ça choque des gens, très certainement. Vous me dites, est-ce que ça peut choquer des gens? Oui, bien sûr, ça peut choquer des gens en fonction de l'engagement qu'elle a eu au bénéfice de l'avortement. Mais moi, en l'occurrence, cette action-là de sa part ne me choque pas, d'autant que, encore une fois, elle avait eu des propos lorsqu'elle a défendu la loi sur l'avortement, qui étaient des propos qui me semblaient justes, qui me semblaient raisonnables, hein, en rappelant que c'était un drame et que ce serait toujours un drame. Vous serez présente à la cérémonie? Je n'ai pas été invitée à cette cérémonie. En tant que parlementaire, on peut imaginer que... Mais peut-être ai-je reçu depuis une invitation. Si vous l'étiez, si vous étiez invité, vous pourriez y aller. Oui, je pourrais, pourquoi pas. Effectivement, Simone Veil a fait voter en 1974 une loi sur l'interruption volontaire de grossesse. On reparle aujourd'hui beaucoup de la PMA pour les couples de femmes, les femmes seules. Est-ce que vous y seriez favorable à l'extension de la PMA? Non, j'y suis opposée. J'y suis opposée, je l'ai dit. Je pense que la procréation médicalement assistée doit être réservée aux couples qui subissent des problèmes de fertilité, mais ne doit pas faire l'objet d'une extension telle qu'elle est envisagée par certains. On a noté l'hospitalisation de votre père pendant quelques jours, il y a de cela 15 jours maintenant. Et même l'élection de M. Erdogan. Il est rentré... Oui, vous voulez en parler de l'élection de M. Erdogan? Non, mais oui, je pense que c'est quand même pas inadapté. Si vous voulez en parler... Non, mais je veux dire, au-delà de la vie privée de Jean-Marie Le Pen et de son état de santé qui est rassurant par ailleurs. Ben voilà, on voulait prendre des nouvelles. Il y a eu une élection qui est qui est quand même... qui devrait susciter une inquiétude chez nous. Pourquoi c'est pas tant d'ailleurs l'élection en Turquie, car après tout, le peuple turc se choisit lui-même ses dirigeants, mais c'est comment ont voté les Turcs qui sont dans notre pays. Ça, c'est intéressant de le savoir, parce que je vous rappelle que Erdogan, à Strasbourg, était venu faire un grand meeting dans lequel il avait dit aux Turcs, vous ne devez surtout pas vous assimiler en France, vous devez rester des Turcs d'Europe. C'est une 5e colonne. C'est ce qu'il disait quasiment. Oui. Et ça doit évidemment de notre part susciter une attention toute particulière, peut-être à l'égard de ce type de comportement, surtout quand on sait que encore une fois, ses amis viennent attaquer la liberté de la presse dans notre pays, comme ça a été le cas puisqu'ils ont attaqué des vendeurs de journaux en raison d'une une qui ne leur plaisait pas. Donc moi c'est ça qui m'intéresse, c'est protéger la France, c'est protéger notre pays. Et lorsque je sais que nous versons beaucoup d'argent à la Turquie, que l'Union européenne a déjà versé 3 milliards et qu'elle envisage de verser à nouveau 3 milliards à la Turquie, je me pose la question de connaître les conditions de ces versements. Merci beaucoup Marine Le Pen. Très bonne journée à vous.